Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des enfants nés de parents handicapés. Des parents qui ont longtemps hésité avant de leur donner la vie. Déjà, décider d'avoir un enfant, c'était une preuve d'amour entre nous deux. S'il y avait eu un risque, vous l'auriez pris quand même? Je crois, oui. Il fallait simplement que je trouve le médecin qui accepte de me suivre. Il s'appelle comment, qu'on le salue? Docteur Barjot. Forcément, oui. Noémie, est-ce que vous vous posiez des questions, vous, enfant, par rapport à la différence que vous aviez avec vos parents? Moi, j'étais en colère sur le fait que pourquoi moi, j'étais pas sourde. Dès leur plus jeune âge, ces enfants ont naturellement envie de venir en aide à leurs parents pour supplanter le handicap. C'est quelque chose d'assez dur quand même, parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe quand même chez ses parents. Comme ils restent sur leur compte en banque, quel crédit ils ont fait. À un moment donné, on gère la vie de ses parents. Tu me donnes le code de ta carte bleue? Ah non. Mais parfois cela va trop loin, Serge a eu le sentiment d'être exploité par ses parents. Moi, j'ai plus servi de main d'œuvre, hein, on va dire. Oh, à 3 ans, je descendais de la poubelle, les voisins rigolaient parce qu'elle tapait tous les escaliers. C'est la première fois que vous en parlez. Ça me fait du bien, c'est pour ça que je suis venu. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. On parle d'enfants aujourd'hui. Décider de mettre un enfant au monde lorsqu'on est handicapé, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Nos invités d'aujourd'hui le savent mieux que quiconque. Ils sont atteints de surdité, de cécité, handicapés moteurs à la suite d'une maladie ou bien de naissance. Ils se sont tous posé la question, avons-nous le droit, nous aussi, de devenir parents? Ça pose évidemment la question de la responsabilité d'être parent, du choix entre l'égoïsme et la générosité. Ce qu'on fait dans ce cas, comme dans bien d'autres d'ailleurs, un enfant pour lui ou pour soi? N'allons-nous pas l'obliger à grandir trop vite? Allons-nous réussir à le préserver du regard des autres, à faire en sorte qu'il grandisse avec l'insouciance de l'enfance? Pour répondre à toutes ces questions, je vous demande d'accueillir tous nos invités, des parents, mais aussi leurs enfants, qui vont nous expliquer comment ils grandissent avec le handicap de leurs parents. Et nous débutons avec vous, Nathalie, qui est venue accompagnée de votre jolie fille Lolita. Bonjour Lolita, Bonjour. comment ça va aujourd'hui? Bien. Il paraît que tu es un peu réticente à l'idée de venir à cette émission. Oui. Pourquoi? Bah, j'aime pas que mes copines et mes copains me voient à la télé. Pourquoi? Parce que je leur ai jamais dit que ma mère était handicapée. Tu n'as jamais vu ta maman? Non. Il y en a oui, mais il y en a beaucoup qui l'ont jamais vu. Et qu'est-ce que ça fait qu'aujourd'hui il découvre que ta maman est handicapée? Qu'est-ce que ça va faire? Il va falloir répondre à des questions? Oui, Et t'es prête pour ça? oui. Parce que tu es bien courageuse quand même, hein? Quelles sont les caractéristiques du caractère de votre fille, Lolita? Bah, elle est assez réservée quand elle ne connaît pas, en fait, simplement. Mais sinon, elle n'est pas du tout réservée. Ah bon, à la maison par exemple? Non, pas du tout. Elle n'est pas Ouais, du on tout va voir ça réservée. dans un reportage dans quelques instants. Nathalie, vous êtes atteinte de nanisme diastrophique, qui est une maladie, une particularité génétique. Quelle est-elle exactement? Eh bien, en fait, j'ai le tronc tout à fait de taille normale et mes membres sont petits. Depuis Depuis la naissance. Le père de Lolita, votre ex-mari, est handicapé physique lui aussi. Tu le vois souvent, Lolita? Oui. En fait, vous habitez quasiment ensemble? Oui. Où est-ce qu'il habite, lui? Juste à côté, juste la porte à côté de chez nous. Ah bon, sur le même palier? Oui. Mais vous êtes séparés quand même. Tes parents sont... Pourquoi ils sont séparés? Bah, parce qu'ils se sont disputés et puis bah. Il y a combien de temps? 2004. 2004, ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que vous avez posé la question de la transmission du risque génétique à votre fille? Bien, en fait, on a fait toutes les analyses nécessaires. Nous sommes allés voir un généticien. On a vraiment pris les devants. On n'a pas fait les choses n'importe comment non plus. Donc, on est allé voir un généticien qui nous a dit qu'il n'y aurait pas du tout de souci. Aucun risque? Aucun risque pour qu'elle soit handicapée. S'il y avait eu un risque, vous l'auriez pris quand même? Oui, je crois, oui. Vous êtes heureuse dans votre vie, vous? Oui, tout à Malgré fait. votre handicap? Oui. Donc à vous fait. auriez pu mettre un enfant au monde qui ait ce même handicap et qui soit Oui, aussi heureux que vous? Ah, j'en suis sûre. Oui. Néanmoins, quand vous avez appris que Lolita ne risquait rien à ce niveau-là, comment vous avez réagi? Bien sûr, j'étais contente. C'est logique. Je veux dire, on est tous pareils. Nous, les parents, on a envie de ce qu'il y a de mieux pour nos futurs enfants. Je veux dire, Malgré la différence? malgré la différence, oui. Vous n'êtes pas dit que ça allait rajouter quelques difficultés dans l'éducation que vous alliez donner à votre fille? Cette différence? Non. Je pense qu'elle a une éducation tout à fait normale. Qu'est-ce que tu en penses, Lolita? Bah oui. Par rapport aux autres enfants? Bah, que j'aide beaucoup ma maman. C'est gentil, ça. Et pas ton papa? Non, tu l'aimes pas tellement. Non, tu as quand même beaucoup de responsabilités. On va en parler dans quelques instants. Beaucoup de choses qu'elle doit faire à la maison.
qu'elle doit ou qu'elle fait simplement spontanément par elle-même. Mais avant cela, il faut dire que vous avez eu des difficultés aussi pour votre grossesse. Là, je tiens à le signaler à tous ceux qui nous regardent, notamment quand vous avez cherché à trouver le bon gynécologue qui vous accompagnerait pendant toute votre grossesse jusqu'à l'accouchement. Oui. Certains ont fait demi-tour en cours de route. Exactement, et certains ont refusé de me suivre pendant la grossesse. Soit en me disant que je perdrais l'enfant, soit je mourrais pendant la grossesse. Rien que ça? Oui, rien que ça. Ou simplement le fait de me dire que comment ça allait se passer ensuite pour l'éducation de mon enfant. Ça vous a fait peur? Non, pas réellement. Je savais que je pouvais avoir une grossesse normale, donc je n'ai pas cherché. Il fallait simplement que je trouve le médecin qui accepte de me suivre. C'est-à-dire qu'il fallait que vous convainquiez le médecin? Oui. C'est un peu le monde à l'envers quand même. Hein? Oui. Vous avez réussi à en trouver un? Oui. Il s'appelle comment, qu'on le salue? Docteur Barjot. Docteur Barjot, forcément. Ouais. Bienvenue chez vous. Comment s'est déroulée la grossesse avec le docteur Barjot? Elle s'est déroulée très bien. J'ai une grossesse tout à fait normale. Hein. Je ne me suis pas du tout allongée, rien. J'ai jamais été aussi bien pendant que j'étais enceinte. Plus jeune, est-ce que tu te demandais pourquoi ta maman était handicapée et pas toi? C'est une question que tu t'es posée forcément. Ça me dérangeait pas. Ça, c'est Lolita. Oui. Elle a grandi depuis. Est-ce que ça te dérangeait pas, mais est-ce que tu te posais des questions? Non. Noémie, est-ce que vous vous posiez des questions, vous, enfant, par rapport à la différence que vous aviez avec vos parents? Oui, parce que moi j'ai une petite sœur qui est sourde aussi. Donc mes parents ils sont sourds. Vous êtes 4, vous? On est 4 enfants. Donc j'ai 2 frères entendants, une sœur qui est sourde. Donc avec ma sœur on a 4 ans d'écart. Et comme je suis l'aînée, donc j'étais la seule entendante de 3 sourds. Donc c'est vrai, c'était un peu dur quand même. Vous avez posé la question de savoir pourquoi vous étiez entendante et pas vos parents? Est-ce qu'il y avait une justice ou une injustice quelque part? Moi j'étais en colère sur le fait que pourquoi moi j'étais pas sourde. Donc c'était le sens inverse. Pourquoi vous étiez différente de vos parents finalement? Voilà. Différente de ceux qui paraissent différents habituellement. Voilà. Et toi Florian, est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as posé des questions à tes parents sur ta naissance? Non. Savoir pourquoi... T'entends bien toi? Oui. Oui? Tu vois bien? Non, j'ai des lunettes. Ah, toi aussi, t'as des lunettes, oui. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais peur de devenir aveugle un jour? Non. Jamais, Guy? Si, justement. Il ne s'en souvient plus, mais quand il était plus jeune, il nous a posé la question à Nadine et à moi, est-ce que je risque de devenir aveugle à mon tour? Donc on l'a rassuré de ce côté-là qu'il n'avait aucun risque. Et en plus, s'il porte des lunettes, c'est parce qu'il est myope, mais ça n'a aucun rapport avec nos pathologies mutuelles à Nadine et à moi-même. La question s'est posée au moment de faire un bébé, Est-ce que vous vouliez savoir si vous risquiez de transmettre quelque chose à votre enfant? Oui, longtemps avant, oui. Longtemps avant. Longtemps avant. C'est-à-dire que... Vous m'entendez bien, madame? Tu entends Nadine? Oui. On vous a mis un petit retour bien fort. Vous voulez que je parle plus fort? C'est bon, Non, là. ça va. Vous êtes tous les deux aveugles, en fait, je le précise, et votre femme en plus a des problèmes d'audition. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, oui, la question s'est posée. Mais le désir de Nadine, au départ, elle voulait être maman assez vite, finalement. Moi, j'étais plus difficile, beaucoup plus réticent, je le reconnais, parce que j'avais peur, certainement. J'avais peur à cause de nos handicaps mutuels, j'avais peur de beaucoup de choses. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur? Déjà, oui, certainement, de ne pas être à la hauteur, de peur que notre petite fille ou notre garçon... Garçon, en l'occurrence. Un garçon maintenant, mais à l'époque, on ne savait pas, et l'handicap. Oui. Et finalement, Nadine nous a fait faire différents tests. Elle m'a amené voir des généticiens et qui nous ont beaucoup rassurés. Quels ont été les résultats des tests génétiques? Quasiment sans problème. Ah, quasiment, c'est pas... Quasiment nul. Quasiment nul, c'est pas comme nul. Non, c'est pas comme nul. C'est quasiment nul. Oui. Mais je Vous avez pris ce quasi-risque? On l'a pris, parce qu'à partir du moment où on était voir les généticiens, la décision a été prise dans notre tête. Et le fait de savoir que Florian était un bébé à 100% en pleine forme, ça vous a rassuré ou est-ce que ça vous a un peu inquiété aussi? On était inquiets, c'est vrai. Pendant quelques mois, malgré tout, on était voir différents spécialistes pour la vision et pour l'audition. Dr Kaplan, Annecker, enfant malade, et les généticiennes. Oui. Et pour faire différents tests, et eux-mêmes ils se sont un peu moqués de nous, très gentiment, hein, bien sûr, en disant mais on vous a dit qu'il n'y avait pas de risque, mais on voulait te rassurer. Et vos proches, comment ont-ils réagi à l'annonce de votre grossesse, vos parents, votre famille? Ils craignaient que l'enfant, que Nadine, ait des problèmes. Oui.
Et la deuxième inquiétude, il craignait qu'on ne fasse pas face. Après, il y a tout le quotidien quand même. Hein. S'occuper d'un enfant, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'attention les premières années. Les couches, et puis ensuite les premières bêtises, et tout ça. Mais j'ai tendance à vous dire que les difficultés d'avoir un enfant, d'avoir un bébé, sont un peu les mêmes que ceux de parents non handicapés. Parce qu'on est conscient de nos limites, donc c'est à nous de nous adapter. Mais on a les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien? Puis on s'est imposé des règles très strictes dans certaines conditions. Quand, par exemple, Florian est en train de le changer, il y avait toujours un de nous deux qui avait la main dessus. On ne pouvait pas se permettre de le lâcher. Normalement, quand un bébé est sur la table à manger, de toute façon, on doit toujours laisser la main dessus. Ah oui, toujours. Même si le téléphone sonnait, même si le téléphone sonnait, on le laissait tomber. Oui. Et après, quand il est monté sur ses 2 petites pattes arrière? Là, il faut être encore plus rigoureux. Il faut être encore plus rigoureux parce que il touche à tout, hein, comme tous les enfants. Ouais. Donc, on est obligé de barrer certaines pièces, comme la cuisine ou des pièces dangereuses, la salle de bain et autres. Jamais eu peur de le perdre en le promenant dans la rue? Oui, beaucoup moins. Ah oui, oui. Oui, du fait qu'on vous le prenne? Ah, ça oui. Nadine avait très peur qu'on lui prenne. Qu'on vous le vole, un beau petit garçon comme ça. Il était en laisse, oui. Tu t'en souviens de Florian, tout ça? C'était pas très drôle, mais bon. Pas vraiment. Trop. Tu te souviens du moment où tu t'es aperçu que tes parents ne voyaient pas? Comment t'as compris ça? Non, je m'en souviens plus. Vers quel âge c'était à peu près? Les premiers souvenirs que tu as? Je me rappelle plus parce que j'ai la mémoire un peu courte. La mémoire un peu courte? Sans doute vers 4-5 ans ou 5-6 ans? C'est quand il a commencé à lire. Il a vu qu'on ne pouvait pas lire la même chose que lui. C'est à ce moment-là? C'est à ce moment-là, oui. Nathalie, à la naissance de Lolita, quelle a été votre réaction quand vous avez vu que votre bébé était arrivé sur Terre dans de parfaites conditions? Eh bien, j'ai dit elle est parfaite. Vous avez tout bien vérifié? Je l'ai vue et c'est vrai que voilà, c'était une belle petite fille, elle n'était pas handicapée, il n'y avait pas de soucis, enfin, tout allait bien. Donc, c'est ce qu'on demande à tous, à chaque parent. C'est une grande victoire. Oui. Tenter l'aventure, c'était une aventure, hein, ça valait le coup. Oui. On va regarder ça avec ce reportage. Aujourd'hui, vous êtes une maman heureuse d'une petite fille très débrouillarde. Vous avez accepté de nous ouvrir vos portes pour nous faire découvrir un peu la façon dont vous vivez. Va doucement, n'en mets pas trop. Ma fille est obligée de me peigner tous les jours parce que, en fait, j'ai les membres trop petits, donc j'ai beaucoup de mal à lever le bras pour pouvoir me peigner au-dessus de la tête, en fait. Je suis très limitée au niveau de mes gestes, donc en fait, je demande à ma fille tous les jours de me peigner. Et j'aime bien parce qu'en plus, je n'ai pas à lui répéter chaque jour comment elle doit me peigner, en fait. Elle a l'habitude, elle sait mes habitudes. Nathalie est atteinte d'une maladie génétique rare, le nanisme dystrophique. Elle élève seule Lolita, sa fille âgée de 8 ans. Ouais, doucement, parce que j'ai qu'un seul pied. Pour Nathalie, la plupart des gestes du quotidien s'avèrent impossibles à réaliser sans l'aide de Lolita. Bon, on va faire des courses? Hein? On y va. Mais tu m'attends, s'il te plaît, tu vas pas trop vite. Au supermarché, là encore, il est très difficile pour Nathalie de se débrouiller toute seule, car la plupart des produits sont hors de sa portée. Une fois de plus, Lolita doit intervenir. Je lui demande d'attraper les babybel en bas, parce que je ne peux pas les attraper, c'est trop bas. Regarde, tu peux m'attraper le paquet là-haut? Celui-là? Au-dessus, monte. Alors, tu fais attention parce que ça ne tombe pas dessus non plus. Voilà. Mais ça t'embête pas de m'aider comme ça dans le magasin ou à la maison? Non? Non. Pourquoi? Parce que je suis ta maman, c'est pour ça. Oui. Est-ce qu'on peut payer ici? 21,50. Fais attention, tu te rappelles du code? Oui, je le connais pas. Je dirais que ça fait plus d'1 an où elle paye déjà avec la carte bleue. Elle fait le code toute seule. Par contre, pour retirer de l'argent, je dirais que ça fait en gros 6 mois. À l'extérieur, le regard des gens sur Nathalie est généralement très insistant, ce que Lolita a beaucoup de mal à accepter. Tout le monde la regarde parce qu'elle est handicapée. Je suis en colère parce que j'aime pas qu'on la regarde. Et je me dirais si ça serait eux qui seront handicapés, ils rigoleront moins.
Elle a l'instinct protecteur parce qu'elle me défend obligatoirement à chaque fois qu'on va me regarder, elle va me défendre. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Enfin, je veux dire, la maman, c'est la maman qui protège son enfant. Elle, alors qu'elle est enfant, elle me protège, c'est vrai. Quelque part, je pense que ça me fait plaisir, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas forcément son rôle non plus. C'est qu'une enfant de 8 ans et demi, quoi. Je veux dire, j'aimerais qu'elle ait une vie comme tous les enfants. Bon appétit à tout le monde. Merci. Merci. Aujourd'hui, Nathalie reçoit pour déjeuner Sophie, sa nièce, accompagnée de Jérémy, son fils de 8 ans. Si les deux cousins ont le même âge, du fait du handicap de sa mère, Lolita est plus autonome que les autres enfants. T'as pas l'habitude de faire ça chez toi? Bah, pas vraiment. Alors moi, je suis grande et toi, t'es un bébé. Un peu. T'as vu là, Jérémy, comment il a aidé Lolita? Oui. À la maison, il fait jamais ça. Jamais. Je me bats pour qu'il le fasse, il peut pas. Hein. Voilà. Et ici, il dit rien, quoi. Il le fait. Pourquoi? Parce que Loli le fait, quoi. Et bon, c'est vrai qu'elle est, je pense, beaucoup plus mûre, oui, c'est vrai. Je pense qu'elle est beaucoup plus responsable. Plus responsable. C'est clair. Elle a toujours vécu comme ça, Lolita. Quand elle était toute petite, elle avait à peine 3 ans qu'elle prenait son bain toute seule. Oui. Moi, Jérémy, il a pris son bain tout seul à l'âge de 6 ans. Il y a des choses que toi, tu peux pas faire, mais il y a d'autres choses que tu lui donnes en échange. Je l'élève avec l'amour. Mais bon, c'est vrai que des fois, je pense que je lui demande peut-être un petit peu trop. Des fois, je me dis. Oui, faire des enfants et pouvoir les laisser à leur place d'enfant, c'est parfois toute la difficulté. Est-ce possible quand on est un parent handicapé? L'enfant est-il plus sollicité? Lui demande-t-on, sans même se rendre compte, de se comporter comme un adulte? C'est la deuxième partie de notre émission. Lolita, tu sais tout faire, on dirait. Tu sais faire la cuisine? Non. Débarrasser la table? Oui. La vaisselle? Oui. Le code de la carte bleue? Oui. Le ménage? Oui. Tu me donnes le code de ta carte bleue? Tu me donnes le code de ta carte bleue? Non. Ah non. Tu me laisses faire le ménage? Non. Non plus. À manger, tu sais pas faire à manger? Non. Vous la laissez pas faire à manger? En fait, on a un auxiliaire de vie, donc c'est elle qui nous fait à manger chaque jour. Hein. Donc non, je demande le moins possible de choses à Lolita quand même. Qu'est-ce que vous lui demandez tout de même? Sortir le chien. Sympa ça. Elle n'aime pas. Ah, t'aimes pas? Non. Non. Est-ce qu'il y a des moments où elle souhaite vous donner un coup de main et vous faites en sorte de la retenir justement pour qu'elle reste à sa place d'enfant? Elle m'aide à ranger mes affaires alors que je peux le faire toute seule. Mon bureau, elle aime bien ranger mon bureau, mais je lui dis non, c'est bon. Donc c'est vrai des fois, elle aurait tendance à ranger certaines choses que je peux faire toute seule. Pourtant. Quels sont les mots que vous lui dites pour essayer de lui faire comprendre qu'elle doit rester une petite fille de 8 ans avec une grande écharpe? Les mots, je sais pas, je lui fais comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas. Je veux dire, simplement le fait qu'elle ait une vie d'enfant comme tout le monde. Donc, des fois, je l'envoie, elle va jouer, je lui dis, va jouer avec tes copines. Voilà. Je veux dire, j'évite quand même de trop lui demander. C'est important pour vous de lui montrer aussi que vous pouvez vous débrouiller sans elle? Ah oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, j'ai pas eu ma fille par rapport à ça. J'ai eu ma fille parce que j'avais envie d'avoir un enfant, tout simplement. Vous êtes posé la question parfois, Noémie, de savoir quel était votre rôle, justement, auprès de vos parents? Mon rôle est assez particulier quand même, parce qu'il y a des moments où on se demande quelle est notre place. Et on se demandait souvent quel était mon rôle. Et c'est vrai que parfois on a trop de responsabilités. C'est des fois bizarre pour vous de parler à vos parents sans utiliser le langage des signes. Hein. Très bizarre. Normalement, vous leur parlez comment? En langue des signes. En langue des signes. Et tout en leur parlant verbalement aussi? Vous arrivez à faire les deux en même temps? Oui. Et alors essayez de le faire pour voir ce que ça donne. De vous répondre en langue des signes? Oui, et puis comme ça, eux, ils le verront directement sans passer par le traducteur. C'est vrai que parfois, c'est difficile quand même d'avoir des responsabilités. Et les responsabilités, parfois, c'est très lourd. Vous les avez senties à partir de quel âge? La responsabilité, quand est-ce que j'ai eu je crois que la première fois, la responsabilité, c'était le plus important à 8 ans. Dès 8 ans? Dès 8 ans. Tu as quel âge, Lolita? 8 ans Ah oui, justement. et demi. Et demi. Comme vous l'avez senti dans quelles circonstances? À 8 ans, c'était parce qu'on rentrait à la maison. La responsabilité. Responsabilité. Et on rentre à la maison et mon père a senti une fuite de gaz. Et fuite de gaz, obligé, c'est appeler les pompiers.
Et quand il n'y a pas de ligne directe pour les personnes sourdes, on demande au voisin. Mais s'il n'est pas là, on demande à sa fille, même à l'âge de 8 ans. Et quand on appelle les pompiers et que les pompiers ils disent non, c'est une blague, alors on raccroche. Parce que vous êtes un enfant. Voilà. Et donc, quand le en attendant, papa, il y a une fuite de gaz qui continue à être là dans l'appartement. Donc pendant une demi-heure, on téléphone, ils raccrochent. Puis enfin, au bout de 45 minutes, ils se disent on va aller voir quand même. Ils arrivent à la maison et puis ils disent désolé. On pensait que c'était une blague. Je donne la parole à Geneviève. Bonjour Geneviève. Ne pas pouvoir s'occuper à 100% de son enfant, en fait, c'est pour cette raison que vous avez décidé, vous, de ne pas en avoir. Vous êtes atteinte de sclérose en plaques, vous avez eu votre première poussée, comme on dit, pour cette maladie, à l'âge de 6 ans. Vous avez même perdu la vue pendant un moment également, avant de la retrouver. Ça montre à quel point cette sale maladie est imprévisible. À quel moment vous avez pris la décision de ne jamais être mère? Très vite, parce que j'avais déjà des traitements très lourds. Et donc, je savais que je ne pourrais pas continuer mes traitements, puisqu'il fallait arrêter mes traitements pour faire un enfant. Donc, moi, au départ, ma spécialité, je devais faire puéricultrice. Donc, j'aime énormément les enfants. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant. Donc, très, très jeune... Parce que vous aimez les enfants, vous n'avez pas fait d'enfant? Oui. Expliquez-nous ça. Parce que si vous voulez, dans la mesure... Expliquez ça à Nathalie, à mon avis, elle va avoir du mal à comprendre. Non, je comprends tout à fait le cas de Nathalie. Je suis très heureuse pour elle, mais pour ma part, moi, je n'aurais pas fait d'enfant. Mais je suis très contente. Et j'entends les deux discours, celle de la petite fille et celle de la maman. Et quelle différence vous faites? Par contre, Nathalie est quand même assez raisonnable. Elle ne fait pas tout faire à sa fille. Ah. Donc, il y a aussi l'évolution de la vie, la technique. C'est vrai qu'on a du matériel qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Il y a un jeune homme peut-être qui veut dire quelque chose à ce sujet? Sur le fait que ses parents, que Nathalie ne fait pas tout faire à Lolita? Je crois que c'est très très important que Lolita ne se sente pas investie de la survie de sa maman. Je crois qu'il faut que Lolita puisse participer, aider, mais qu'elle ne se sente pas nécessaire. Parce que les enfants ont besoin de parents. Ils en ont un besoin physiologique, psychique, affectif. En revanche, les adultes n'ont pas besoin d'enfants. Ils désirent des enfants. Et donc, il faut que le message passe du côté du désir et pas du côté du besoin. Mais ce que j'ai entendu me semblait assez clair. Guy, vous posez la question parfois de ne pas trop demander à Florian. Vous essayez de vous retenir? Oui, on essaie de se retenir parce que quand avec Nadine, on avait pris la décision de faire un enfant, c'était pas pour qu'il nous serve de canne blanche. Je précise que quand vous vous êtes connus au lycée, vous aviez tous les deux la vue à l'époque. Oui. Et le hasard a voulu que nos vues... Après 17 ans. Oui, on s'est connus à 17 ans. Quand la vue nous a chuté, à peu près en même temps... Progressivement, oui. À peu près en même temps. Et l'handicap de Nadine s'est beaucoup aggravé au moment de sa grossesse. Un peu après, quoi. Un peu après. Ensuite, quand Florian est arrivé, à partir du moment où il est devenu un peu plus autonome, donc vers 5, 6 ans, 7 ans, est-ce que vous avez eu parfois la tentation de lui demander de faire lesquelles, par exemple? Quelles tentations? Oui. On a eu parfois des tentations. Il est évident quand on sort, je ne sais pas, un exemple tout simple, une boîte de conserve ou un courrier qui arrive ou une date de péremption, instinctivement, comme il sait dire, il dit bien, on va lui demander. Il y a des courriers qui sont un peu compliqués parfois quand même, Florian. Oh là, oui. Lesquels, par exemple, Florian? Je ne sais pas vraiment, parce que j'aime pas déjà lire le courrier. Ah bon? Oui, déjà, oui. Non, mais il y a le courrier qui sont des courriers, c'est des lettres sympas, puis il y a d'autres qui sont un peu plus compliqués, quoi. Je vais faire un peu moins agréable. Courrier de banque. Oui. Tu les lis aussi? Oui, je lis tous les courriers. Quand je dois lire les courriers, je lis tout. Tu comprends tout? Non. Non. Je comprends rien. Regardez ce reportage. Voir en image la petite vie de famille de ce trio ne vous s'efforcez de ne pas faire trop appel à votre fils. Oui. Vous vous retenez le plus souvent possible. Mais avec ses yeux, c'est vrai que tout va tellement plus vite. Attention, poteau. Je les fais voir. À droite, moto. À droite. Pas à gauche. Nadine et Guy sont handicapés. Guy est malvoyant, Nadine est aveugle et malentendante. Ils ont un petit garçon, Florian, âgé de 9 ans et demi. Ses yeux sont en quelque sorte ceux de toute la famille. Dès le matin, Nadine fait appel à son fils pour choisir ses vêtements. Regarde, Florian.
Qu'est-ce que tu en penses de ce que je pourrais mettre aujourd'hui? Dis-moi ce que c'est comme couleur. Parce que je ne me rappelle plus. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir, du kaki, orange, bleu, du violet. Est-ce que ça va bien ensemble, mon chéri? Bah oui. Oui? Bon, bah ça sera bien alors. Eh ben merci, mon chéri. C'est très bien, t'es gentil. Tu sais, et c'est gentil d'aider maman. Ouais. Je sais pas... Malgré la cécité, Nadine reste soucieuse de son apparence. Et quand il s'agit de se maquiller, là encore, c'est Florian qui la guide. Puis, À côté, il y a c'est du mauve. rose. Mauve ou rose. Et j'espère que je ne vais pas en mettre de trop. Il y en a pas assez. Ça passe à respecter le contour? Oui. Oui. T'en as juste encore un tout petit peu. Là? Oui, vers le coin. Ah, le coin. Ici. Ah, ça. Juste au bord de l'œil. C'est Ouais. bon. Oui, à certains moments, tu as un petit peu mes yeux. Ça reste limité à des petites choses quand même. De la vue de tous les jours, c'est pas tout le temps que je le demande quand même. Tu ne crois pas? Oui. Tiens, Nadine, je t'ai cherché le courrier. Ah. Ouais. Florian est aussi les yeux de son père au moment de lire le courrier. Ouais, je sais, c'est pas corvée. De lire les entêtes déjà des lettres. On sent que tu fais ça tous les jours. Ouais, c'est les points cadeaux. C'est pour les points cadeaux. Vos points cadeaux, doublez vos points produits multipliés par 2. Hein? Vous obtiendrez un maximum. Par exemple, si vous commandez blablabla. Attends, là je comprends rien à rien. Pourquoi tu comprends pas le blablabla? Ouais, ça paraît bête, hein. Oh. Attends, si ça t'embête, tu me le dis carrément. Hein. Oui, Hein, et pourquoi ça t'embête? parce que je préfère être tranquille. Tu préfères être tranquille? Oui. Ah, tu préfères quoi? Vas-y, regarde la télé. Regardez la télé. On voudrait pas que plus tard, il nous en tienne rigueur parce qu'on le sert de lui un peu comme notre tuteur, ou comme notre canne, comme nos yeux, quoi. Nadine et Guy sont conscients d'en demander beaucoup à leur fils. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'essayer de changer leurs habitudes. Ce soir, ils vont tenter de préparer le dîner sans l'aide de Florian. Fais au-dessus de l'évier. Au-dessus de l'évier. Ouais, au-dessus de l'évier. Oh, oui. Là, je te le tiens ça. Ouais, t'as toujours peur. Bah oui, toi, heureusement, j'ai fait au-dessus de l'évier parce que je sens déjà petit nom de l'évier. Eh ben, on va mettre du jambon à braiser, à cuire. Alors, tu as un coup de main? Alors, du jambon à braiser, du poisson. On serait tenté d'appeler Florian, mais vu déjà que tout à l'heure, il a bien donné un petit coup de main, mais il nous a bien montré que il avait envie de faire autre chose. On le laisse tranquille dans sa chambre. Tu veux qu'on appelle Florian? Oui, pour gagner du temps. Mais c'est pas sûr qu'il voudra venir, hein? Ouais, bah oui. Parce que là, je sens que... Florian, elle cherche du jambon à braiser. Si tu sais où ça se situe là-dedans. Tu aimes bien? Ah, bah tiens. Ah, Bah, c'est des steaks. Sur des et tu steaks. voudras ça, mon chéri, avec, Bah, s'il n'y a avec pas de le vin jambon. qu'on a fait. Si Nadine et Guy culpabilisent de solliciter constamment leur fils, pour Florian, aider ses parents, c'est naturel. Même ceux qui ont des parents voyants, ils les aident. Hein. Tout le monde aide ses parents. Enfin, sauf ceux qui sont pas sages du tout, qui obéissent pas à leurs parents. C'est vrai, ça dans toutes les familles. Hein. T'en parles avec tes copains de ça? Ce qu'ils font à la maison, c'est débarrasser la table ou mettre la table? Non. Là, comment tu le sais que tous les enfants aident leurs parents? Bah, c'est un peu normal. Hein. Ah, c'est un peu normal. Ouais. Un peu, mais pas trop. Là, comment tu dis, toi? Tu fais Florian, gna gna gna, blablabla. C'est ta langue préférée? Blablabla. J'ai l'impression que tu préfères la séance maquillage à la lecture du courrier, non? Oui. C'est plus rigolo. Est-ce qu'il t'arrive d'y profiter du fait que tes parents ne voient pas pour faire des bêtises? Oui. C'est bien d'avouer. C'est bien. On verra ça. Quelle bêtise, par exemple? Bah, des fois, il y a des trucs que j'aime pas, je les jette à la poubelle. Vous en rendez compte, Guy? Ah, pas tout de suite, non. non. On sait qu'il est assez difficile pour manger, alors
agréablement surpris qu'il a déjà fini. Même très très surpris, car on s'aperçoit lorsqu'on vide la poubelle, on se dit tiens, c'est dedans. Tu vas dans les placards pour prendre des choses que tu aimes bien manger aussi? Oui, Quoi par exemple? les gâteaux salés. Des gâteaux salés. Vous en rendez compte? Alors, oui, on s'en rend compte. Nadine, elle Ça s'en fait du rend bruit, compte. hein, ça. Nadine, elle s'en rend compte. Oui, ça fait du bruit. Puis Nadine s'en rend compte davantage parce qu'elle a un bon odorat. Alors, le gâteau salé, ça a une certaine odeur quand on les croque. C'est-à-dire que quand tu manges, tu fais attention de ne pas manger trop près de ta maman? Tu sais qu'elle peut te Ah, c'est vrai, ça a l'odeur. renifler, tu le sais, Florian? Non. Tu sais pas ça? Bah eux aussi, ils ont leur truc. Hein. Voilà. Décider d'avoir un enfant, c'était aussi dépasser votre handicap? Déjà, décider d'avoir un enfant, c'était une preuve d'amour entre nous deux. Après, dépasser notre handicap, je ne pense pas qu'on l'ait vu comme ça au départ. On voulait, après différents tests, on voulait vraiment avoir un enfant. C'était déjà partager quelque chose entre Nadine et moi-même, avoir un petit être, avoir une responsabilité. Je pose la question à Serge qui vous écoute avec beaucoup d'attention depuis le début de cette émission. Serge, bonjour. Bonjour. Vous dites qu'à votre naissance, vous êtes devenu, je vous cite, le trophée de votre mère. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est-à-dire que mes parents, ils étaient handicapés physiques tous les deux. Ils se sont connus à l'hôpital, ils sont mariés à l'hôpital, ils ont fait le voyage de noces à l'hôpital, ils m'ont fabriqué à l'hôpital. Handicapé de quelle façon? Mère tout le côté gauche et mon père du côté droit. Hémiplégique tous les deux. Ouais, mon père suite à un accident et ma mère suite à une crise cardiaque mal soignée. Et bon, c'est une belle vie, je veux dire, de former un couple comme ça, mais... Le trophée? Ouais, le trophée, parce que bon, maman voulait absolument avoir un enfant pour montrer qu'elle pouvait faire comme tout le monde. Mais quand vous dites ça, ça n'a pas l'air d'être très positif. Pourtant, un trophée, c'est assez valorisant, non? Non, pour moi, ça l'a pas été. Pourquoi? Parce que c'était le trophée pour l'entourage, pour les voisins, mais moi, j'ai plus servi de main-d'œuvre, hein, on va dire. De faire valoir et de main-d'œuvre? Oui, moi, j'ai plus servi de main-d'œuvre. Ouais. Vos deux parents sont aujourd'hui décédés. Ouais. En préparant cette émission, vous nous avez dit que vous étiez bon qu'à effectuer des tâches ménagères. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple? Et dès quel âge? À 3 ans, je descendais la poubelle, les voisins rigolaient parce qu'elle tapait tous les escaliers. Et puis après, ça a continué, sortir de l'école, aller faire les courses, rentrer, mettre la table, faire la vaisselle, mettre la bassine par terre pour que maman puisse se laver les pieds. On avait des vieilles machines avec les soreuses à l'extérieur, la rouleau, et sorer le linge, je fais tout, quoi. Dès si petit, et vous vous en souvenez? Ah oui, je peux pas passer à côté, là. On grave des souvenirs aussi petits, conscients. Ouais. Face à Lolita et face à Florian, aujourd'hui, vous ressentez quoi? Ils ont l'air heureux, ces deux petits? Ah, mais moi, je les admire et je leur dis bravo, et j'aurais aimé avoir des parents qui soient comme ils sont eux, quoi, je veux dire. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que vous leur reprochez à vos parents? Parce qu'on verra que votre mère a eu une phrase très dure vis-à-vis de vous. Moi, je leur reproche de m'avoir fabriqué. Carrément? Ouais. J'ai jamais eu un câlin, on m'a jamais pris sur les genoux. Je veux dire, ça se voyait bien que j'étais là que pour servir, quoi. Quand j'en discute avec ma cousine qui a 3 ans de moins que ma mère et qui a vécu tout, quand on discute, je lui dis j'aurais mieux fait de pas naître, elle me dit j'ai raison. Pas de câlin, comment ça se fait? Parce que votre maman pouvait vous câliner parce pourtant. que maman, c'était qu'un bras, donc il fallait que je vienne à l'envers quand j'étais petit. Mais là, c'était quand j'étais petit pour me langer ou quoi. Mais sinon, après, je servais, quoi, c'est tout. Hein. Ce handicap, il était entre vous et eux? Moi, au début, j'ai pas compris. Quand je suis né, ils étaient comme ça. Donc ça m'a pas gêné du tout. Oui. J'ai pas eu un sentiment de révolte parce que c'était tellement l'habitude depuis que j'étais né. Je dis pas que s'ils avaient eu un accident, que j'aurais déjà eu une dizaine d'années, j'aurais pas réagi différemment. Mais là, c'était comme ça parce que c'était comme ça. Et ça a été... plus les années ont passé, et plus ça a été difficile. Parce que j'avais pas... Adolescent? J'avais pas des copains de mon âge, j'avais pas... des sorties comme d'autres de mon âge, voilà quoi, je veux dire... Sans avoir vécu la même chose, vous comprenez ce que veut dire Serge? Oui, mais c'est vrai que par rapport à l'école, déjà, je l'ai compris très tôt que mes parents ils étaient sourds. Dès la maternelle, en fait, quand on voit que les petits camarades viennent avec leurs parents et qui parlent, alors que moi, mes parents ils ne parlaient pas, là on comprend tout de suite. Et c'est vrai que quand il y a des réunions de parents, ils disent « Ah, mais tes parents, c'est des singes !» Qui dit ça? Les camarades. Les parents des enfants nous regardent aussi. Dans la rue, c'est pareil. Ils disent « Ah, en plus, on habite dans une ville où c'était pas très pratique. » À Armentières, il y avait un hôpital psychiatrique.
Alors il disait « Ah, mais tes parents se sont échappés de l'hôpital psychiatrique. » C'est gentil ça, tiens. Ou bien il faut les Mais quand ce sont enfermer. des enfants, on peut comprendre encore, mais quand ce sont les parents des enfants, c'est inadmissible. C'est révoltant. Bah, souvent, les enfants disent ça, c'est par rapport aux parents. Ça vient quelque part. Et c'est vrai, quand ils disent même la surdité, c'est contagieux, c'est choquant quand même. Lolita et Florian, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Serge? Qu'est-ce que t'en penses, Lolita? C'est dur quand même, hein? Oui. T'as pas eu ce sentiment, toi, du tout, hein? Un peu? Oui. Dans quelles circonstances? Les moqueries? Oui. Oui. À l'école? Les enfants qui peuvent me regarder, oui, ça la gêne. Et toi, Florian? Tu Bah, comprends ce que veut dire Serge? Oui. Et en même temps, j'aurais pas trop voulu être à sa place parce que ça. Avoir une vie où on doit tout faire pour ses parents, à la place de ses parents, bon, c'est un peu énervant au bout d'un moment si on peut pas être comme les autres, être tranquille. Est-ce que parfois tu le dis, toi, à tes parents, quand tu estimes que c'est trop ce qu'ils te demandent? Oui. Pas trop, mais bon, des C'est fois. un autre, oui. Quand il y a des trucs qui m'énervent quand je suis en train de jouer. Voilà. Oui. Donc là, tu leur dis, je suis en train de jouer? Mais parfois, il y a des choses que tu gardes pour toi, que tu ne dis pas? Oui. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qui fait que certains enfants arrivent à se construire et d'autres, comme Serge, restent dans la souffrance? Serge, je pensais que vos parents étaient des parents handicapés, mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas handicapés et qui font exactement la même chose avec leurs enfants que ce que vos parents ont fait avec vous. C'est-à-dire ils prennent leurs enfants pour des serviteurs, ils les utilisent, c'est des prolongements d'eux-mêmes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, bien sûr, hélas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il y a de l'amour, quand il y a du désir, quand il y a la volonté d'essayer d'utiliser le moins possible cet enfant, mais de l'inclure dans ce handicap sans qu'il soit lui-même handicapé, c'est une autre histoire. Votre histoire à vous, c'est l'histoire d'un enfant maltraité. Et le handicap, à mon avis, n'a pas grand-chose à voir avec ça. Ce sont des parents qui sont avant tout handicapés de l'amour. C'est des parents qui sont handicapés d'amour. Vous avez eu le sentiment, Noémie, vous avez eu des moments de révolte quand vous étiez plus jeune? Oui. À quel âge? Révolte, c'est-à-dire contre mes parents. Dire non, je ne le fais pas. Dire non, je ne veux pas le faire. À l'adolescence. Pas avant. Quand même. Non. Non, avant, c'est logique. Pour nous, c'est naturel. Avant, vous faisiez comme Florian, vous ralliez un petit peu. Parfois, ça vous faisait pas plaisir, mais vous faisiez quand même? Oui. Mais c'était plus quand même vers l'adolescence, quand même, vers 14, 15 ans. Avant, non. Avant, c'était très naturel pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé à 14-15 ans? Ben, c'était à l'époque où ma mère elle voulait faire construire une nouvelle maison. Donc, il y avait des rendez-vous chez l'architecte. Ouais. Donc, la construction ne se fait pas en un jour. Donc, ça prend 1 an. Donc, tous les jours le voir, tous les jours voir les ouvriers, voir comment ça se passe. Et votre maman, vous l'avez demandé ou vous avez senti que ça allait vous tomber dessus? Ça allait tomber sur moi. C'était obligé. À l'époque, il n'y avait pas d'interprète, hein, ni d'aide à la communication pour traduire. Il n'y avait pas ce monsieur-là? Non. Qui vous accompagnait? Non. Donc, quand il n'y a personne, il faut bien que ça soit l'enfant. Là, vous êtes dit, mon adolescence, les sorties? J'en ai pas eu. Vous n'en avez pas eu? J'en ai pas eu. De toute façon? De toute façon, j'en ai pas eu. Je veux dire, même pour un prêt, parce qu'il faut construire la maison, mais il y a un prêt aussi à la banque qu'il faut faire. Alors, quand le banquier il est là face à nous et qu'il ne connaît pas la langue des signes et qu'il n'y a pas d'interprète. Et qui commence à vous expliquer les taux variables, les ceci, cela? Les taux fixes, taux variables, la durée, les mensualités. Quand on n'a que 13 ans, on ne connaît pas ça. Comment vous réagissiez à ça? C'est comme Florian quand il lit une lettre de la banque et blablabla. Bah moi, ça va, c'était pas un courrier, donc j'avais quand même le banquier face à moi. Donc, quand vous n'avez pas peur de vous faire arnaquer? Bah, on pense pas à ça, on pense surtout à bien traduire et pas faire d'erreur. C'est ça le plus important. Donc le banquier, quand je ne comprenais pas, il m'expliquait ce que ça voulait dire et je réexpliquais à mes parents. Donc ça durait des heures. Quand vous dites j'ai pas eu d'adolescence, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le droit de sortir le soir? Si, je pouvais quand même sortir, mais je trouvais pas l'intérêt en fait de sortir. Parce qu'il y a les appels téléphoniques à passer, pour des broutilles, hein, mais bon, il faut quand même les passer, parce qu'avant, le fax, ça n'existait pas, Internet, ça n'existait pas non plus. Donc, puis ça va plus vite au téléphone. Donc, mais je sortais quand j'en avais envie. Mais souvent, mes parents ils disaient, bah non, reste, j'ai besoin de toi pour aller n'importe où, voir un magasin. Ça vous culpabilisait? Vous êtes senti culpabilisé? Oui, parce que si je disais non, ben, c'était moi la méchante. Il y a 1 an, environ 1 an, vous en avez eu marre d'être indispensable, vous êtes rebellé.
Ça ressemble à quoi une Noémie qui se rebelle? Pas vraiment rebelle, je dirais pas ça. Je dirais plutôt moment de doute, perdu. Bien sûr, je savais qui j'étais, mais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, quels étaient mes choix, mes motivations, ce que je désirais. Donc rébellion par rapport aux demandes de vos parents, aux Après, exigences. On s'oublie, vite. On aide les autres, on s'occupe bien des autres, mais de soi-même, on s'oublie. Mais vos parents ne s'en rendaient pas compte? Votre maman ne s'en rendait pas compte? Si, Madame. si, je pense. C'est vrai que j'ai tellement confiance à ma fille, envers ma fille depuis toujours, qu'elle me connaît tellement bien, qu'avec des interprètes professionnels, je suis pas trop, il faut répéter, il faut s'expliquer, etc. Alors que ma fille me connaît tellement bien que je suis en pleine confiance pour des problèmes administratifs, pour des problèmes professionnels, pour les impôts, madame, tout ça. Elle pardon. connaît tout, elle sait tout par cœur, donc j'ai même pas besoin de lui expliquer trop, quoi. Avant que votre fille se rebelle, par exemple, vous avez demandé à vos parents de prendre une semaine de vacances, toute seule, pas 2 jours, hein? Une semaine toute seule. Que vous a répondu votre maman? C'est mon papa qui m'a dit une semaine, c'est trop. 3-4 jours, ça irait. Vous aviez déjà pris avant cela une semaine toute seule? Partir en vacances avec mes parents, non. Jamais. Pas de toute votre vie? Non. Vous aviez quel âge quand vous avez posé cette question? C'était l'année dernière, j'avais 21 ans. Oui, absolument, absolument. Et ça me manquait beaucoup. Je me suis dit, elle va me manquer. Je comprends effectivement qu'elle a besoin de vivre sa vie et de vivre un peu loin de nous. Mais si on reçoit une lettre, si on reçoit une mauvaise nouvelle, moi, je suis obligé de l'appeler avec le portable, avec les SMS. Donc, je suis toujours obligé de l'appeler sans arrêt. Et en lui disant, elle me dit, bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, c'est un petit problème, c'est pas un gros problème, on va y arriver. Donc, elle peut me rassurer comme ça. Et moi, j'ai toujours envie de l'appeler malgré tout, parce qu'elle me manque. J'ai besoin. Et c'est pas facile, Non, c'est pas facile, mais vous vous mettez à sa place aussi? Son besoin d'amour à elle, son besoin d'indépendance à elle? Oui, effectivement, mais je comprends bien. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à la laisser un petit peu vivre sa vie toute seule. Et que nous, on commence à apprendre aussi à vivre de façon un peu autonome et que chacun vive sa vie dans son coin. Et comment grandissent les enfants dont les parents sont handicapés, justement à partir de l'âge où ils sont en mesure de partir? Grandissent-ils plus vite que les autres? Sont-ils des adultes avant l'heure ou au contraire restent-ils des enfants toute leur vie? On va en parler dans un instant. Regardez le reportage qui nous montre comment Noémie et ses parents se débrouillent aujourd'hui pour vivre ensemble. Ce sera juste après ce message de la rédaction de Toute une histoire. Très grand, très petit, très gros, vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Dans votre couple, il y a une très grande différence de taille. Vous avez un physique hors norme ou atypique, venez nous raconter votre vie amoureuse. Contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, Toute une histoire donnera la parole aux femmes de plus en plus nombreuses qui, par choix ou par obligation, assument une grossesse toute seule. Stéphanie est aujourd'hui l'heureuse maman d'une petite fille de 2 ans, mais l'annonce de sa grossesse a été un choc pour sa famille. C'est vrai que ça m'a fait du mal parce que j'avais l'impression que c'était pas une bonne nouvelle que j'ai annoncée. Ça a été un coup de tonnerre, enfin une catastrophe, c'est vrai. Non mais t'aurais préféré que je me fasse avorter. Françoise, déjà maman de 2 enfants et de nouveau enceinte. Mais sans nouvelles du papa, elle assume mal sa grossesse. Moi, je me préparais pas du tout à une vie comme ça, quoi. C'était vraiment une vie en famille, quoi. Le papa, la maman, les enfants. S'il apprend que je suis à la maternité, peut-être qu'il viendra me voir. Enceinte de 4 mois, Alexia, elle, vit bien sa grossesse solitaire, même si ses amis ne l'encouragent pas toujours. T'es toute seule et c'est vrai que c'est ce qui m'embête un peu. Ah oui, j'imagine pas que ça va être tout facile. Hein. Je m'attends quand même à quelque chose de difficile. C'est aussi peut-être un cadeau empoisonné pour le reste de ta vie. Alors madame, la prise d'indépendance de votre fille, c'est pour très bientôt. Vous l'encouragez ou vous la freinez? Bien sûr qu'on l'encourage, bien sûr. On va l'aider même à partir, à faire sa vie, bien sûr. Est-ce que lorsque ce moment de la vie arrive, on se sent coupable de partir? Un peu. Un peu parce que je suis l'aînée déjà. Donc j'ai 2 petits frères, parce que j'ai ma soeur qui est en internat, puis elle est majeure déjà. Et c'est une habitude quand même, parce que chez soi c'est quand même un cocon, c'est... Partir, c'est... Bon, on rentre à la maison. Coupable, je disais. Coupable? Se sentir coupable. Non.
Non. Est-ce que vous vous sentez abandonné? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a tout à fait raison de faire sa vie. Hein. Elle a tout à fait raison de faire sa vie. C'est la troisième partie de notre émission que nous ouvrons avec ce reportage qui vous est consacré. Noémie est la sœur aînée d'une famille dont les deux parents sont sourds. La communication au quotidien est donc parfois difficile. Un geste simple comme prendre son téléphone pour réserver une location de vacances, Sylvie, la maman de Noémie, ne peut pas le faire. Elle doit donc avoir recours à l'aide de sa fille. Oui, bonjour. Je vous téléphone de la part de ma mère qui est une personne sourde pour une location d'appartement pour cet été. D'accord. Et il est possible pour que ça soit pour 5 personnes? Oui. Voilà, donc il serait disponible donc à partir du 18 au 1er septembre. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Je crois que la première fois que j'ai passé vraiment un appel important, c'était vers l'âge de 8 ans, pour appeler les pompiers tout simplement. Et bon, après, c'est tout ce qui est démarches administratives, pour avoir un rendez-vous ou bien un renseignement. C'est quelque chose d'assez dur quand même. Parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe quand même chez ses parents. Comme ils restent sur leur compte en banque, quel crédit ils ont fait, quelle assurance ils ont pris. À un moment donné, on gère la vie de ses parents. Aujourd'hui, c'est sa propre vie que Noémie a envie de gérer. Avec Michel, son petit ami, elle a décidé d'acheter une maison et de quitter le cocon familial dans quelques mois. Le départ imminent de sa fille inquiète Sylvie. J'ai trouvé une maison, elle l'a pas fait. La maison, elle est rénovée. Salon, salle à manger, cuisine, salle de bain. C'est les frais de notaire sans supplément, 16 000. Ça, c'est les prix, hein. La maison en face, elle est à vendre. Être voisin, c'est mieux. T'as vu? Il me semble que je vais te manquer si je pars. T'es plus de tout. Au début, ça sera dur. Après. Et après, prendre l'habitude. Pour se préparer au départ de leur fille, les parents de Noémie ont décidé de se mettre à Internet. Une façon pour eux de communiquer sans avoir à faire appel à Geoffrey, leur fils de 13 ans. Malgré tout, Noémie tient à vérifier que son petit frère n'aura pas trop de responsabilités. Tu sais que si à un moment donné, maman elle te demande pour aller à la banque, tu sauras aller avec elle? Ou ça t'embêterait? Non, tu sauras pas? Non, moi j'irai pas. Tu irais pas? Non. Passer des coups de fil tout simple, Ouais. ça ira? Ouais. Honnêtement, je pense quand même que mes parents, ils vont pas trop se reposer sur Geoffrey. Parce que c'est pas à Geoffrey à le faire. Et il y a que 13 ans, t'es un ado et puis faut que tu grandisses à ta façon, avec tes copains de ton âge. Et non pas que t'aies des responsabilités d'adulte. T'as encore le temps. De ce qui a pu être un fardeau pendant son enfance, Noémie a décidé de faire une vocation. Elle travaille aujourd'hui dans le centre de formation à la langue des signes qu'a fondé son père il y a plus de 20 ans. Maintenant, j'ai trouvé mon chemin et moi, ma route, c'est le monde des sourds. C'est la culture sourde, le plus important. Donc ce que j'ai fait pour toi et maman, c'est normal. Mais j'en suis très fière. C'est pour ça que j'en ai fait mon travail. Un très grand merci à toi, ma fille, parce que tu m'as beaucoup aidée pour traduire. Aussi du domaine professionnel, on travaille toujours ensemble. Parce que je sais très bien que je peux pas dire plus, mais un grand merci. Si vous emménagez dans la maison juste en face de chez vos parents, ça Oh leur non. plaît? Non. Moi non. Ça vous plairait, madame, qu'elle emménage juste en face? Oui, on aimerait bien, oui, oui. Mais non. Et vous? Moi non. Non, si c'est pour partir, c'est pas non plus pour habiter juste en face. Dans le fond, vous êtes un peu inquiet de vous débrouiller sans elle? Un petit peu, oui, oui. On est un peu inquiet, effectivement, ça risque d'être un petit peu dur, oui. Vous pouvez communiquer avec Internet? Vous êtes sur Internet, madame? Oui, absolument. J'espère que ça va marcher, oui, oui. Ça va marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Est-ce que vous vous sentez responsable d'une certaine manière, même en partant, à vie de vos parents? De les suivre de loin, de voir ce qui se passe? Oui, bien sûr. Même, comme c'est une question d'habitude, on a toujours un petit regard sur les papiers, sur les démarches, s'ils ne font pas d'erreur. C'est une habitude. Lolita, tu penses que tu t'occuperas de ta maman ou de tes parents à vie? Oui. Tu as déjà pensé à ça? Tu t'imagines adulte? Oui. Et alors, comment tu imagines ta vie? Bah, ça serait un peu dur, mais j'essayerai quand même. De les aider pourquoi, par exemple? Bah, pour faire plein de choses. Plein de choses, hein. Florian, quand tu seras plus grand, tu liras toujours le courrier de tes parents? Peut-être que même tu comprendras ce qu'il y a dans les lettres, dans toutes les lettres, évidemment. Tu penses que tu resteras près d'eux? Pas chez eux, hein, je veux dire, mais pas très loin d'eux. Bah oui. Enfin, je sais pas, parce que moi, je suis pas encore adulte. Même pas du tout. Et t'as envie de rester enfant pour l'instant, hein? Bah oui. Serge, avant de partir, votre maman a eu des paroles, peut-être qu'elle a regretté, mais qui a été très très dures vis-à-vis de vous? Ben, elle m'a dit qu'elle avait risqué sa vie pour me faire et puis que j'avais pas le droit de l'abandonner. Donc ça voulait dire que j'avais pas le droit d'avoir ma vie, d'avoir une famille, d'avoir... enfin, tout ça, quoi. Et j'ai dit, t'aurais dû acheter un boy ou un boy, ou... c'était mieux, quoi, je veux dire, au moins... En fait, vous ne l'avez jamais abandonné? Ben non. Si vous l'avez gardé près de vous. Vous avez essayé d'avoir une franche explication avec elle? Elle refusait ou vous refusiez? Je devais mal m'y prendre, on va dire. Sans vous énerver, quoi, essayer de lui dire, j'ai pas eu d'enfant, c'est difficile hein, de communiquer avec ses parents. Parce qu'on me dit, mais tais-toi, j'ai risqué ma vie pour toi, t'as rien à dire. Voilà, quoi, je veux dire, c'est normal, voilà. Donc il a fallu que je déménage à Milborne pendant quelques années. Histoire pour que ça, le soufflet, il retombe. Et puis bon, après, quand elle a été fatiguée, bon, ça nous occupait, je veux dire, il n'y a pas... Mais bon... Il n'y a jamais eu une phrase de merci, un petit mot gentil? Non, c'est normal. Non, mais elle aurait pu quand même. Ah non, mais c'est normal ce que je fais, je suis son fils, donc c'est normal. Il n'y a pas, bah tiens, quand même, je ne demandais rien, hein, mais juste qu'elle me donne l'impression de se rendre compte parce qu'après, on fait quand même des efforts. Quand on est petit à la maison, c'est l'habitude. Mais quand on a une vie de famille et tout, je veux dire... un jour où j'ai déménagé, que j'avais les enfants qui étaient petits comme ça, elle m'a téléphoné pour aller faire les courses. J'étais en plein déménagement. Si j'y allais pas, c'était la catastrophe. J'ai arrêté le déménagement pour aller y faire les courses. C'était sans doute une façon de vouloir s'immiscer dans votre vie pour vous rappeler que vous ne pouviez pas faire autre chose que vous occuper d'elle, tout en espérant que vous fassiez autre chose quand même. Mais enfin, les parents sont maladroits parfois. Vous êtes parents, vous le savez, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. À l'inverse, David, votre papa a une phrase très très belle vis-à-vis de vous un jour. Il m'a dit une fois, j'aurais jamais assez d'une vie pour te remercier. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand vous lui avez dit ça et pourquoi vous lui avez dit ça? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais c'était simple, c'était c'est parce que moi je lui devais tellement de choses, elle avait tellement fait de choses pour moi, le téléphone et autres, que voilà. En tout cas, c'est bien joli d'avoir dit ça à votre fille. À quel moment de votre vie vous lui avez dit? Je l'ai dit de temps en temps, hein, je l'ai dit plusieurs fois, même merci beaucoup. Hein. C'est pas, on lui fait des cadeaux aussi, on la remercie de différentes manières. Hein. Mais moi, c'est vraiment, c'est une fille tellement généreuse pour nous, tellement formidable. Alors, si on avait eu tous les interprètes dont on avait besoin, on l'aurait jamais sollicité à ce point, on l'aurait jamais ennuyé, on l'aurait jamais. Voilà, c'est uniquement pour ça. Hein, c'est parce qu'on n'avait pas d'interprète sous la main. Difficile, hein, de ne pas aller trop loin quand on a des enfants. Vous appréhendez le jour où Lolita va partir, Nathalie? Mais j'espère que j'aurai refait ma vie, quoi. Donc, j'ai pas l'intention de rester seule toute ma vie, donc. C'est une bonne annonce, ça. Oui. Guy, vous appréhendez avec votre femme Nadine le moment où Florian va partir? C'est pas dans les 15 jours. Hein. Je pense pas, non. Oui, ça fera certainement un grand vide. Un grand vide. Mais... On a beaucoup de contacts, quand même, beaucoup de dialogue. Et en même temps, il faut qu'il fasse sa vie, ce petit. Eh oui.
Et oui. C'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie et c'est toujours cette ambiguïté qu'on a en tant que parent handicapé. Il est vrai que de temps en temps, on le sollicite peut-être au-delà d'un enfant qui n'a pas de parents handicapés, mais également on se culpabilise, on dit on a peut-être un peu exagéré, on a peut-être été un peu trop loin, mais il est vrai qu'il fasse sa vie et qu'ils ne nous en veulent pas surtout. En tout cas, on ne fait jamais un enfant pour le garder auprès de soi, ça c'est sûr. Un jour arrive où il vous quitte pour voler de ses propres ailes, faire sa propre famille, et c'est bien naturel, c'est dans l'ordre des choses. Couver, élever, puis ensuite libérer, hein, Noémie. C'est l'histoire de votre vie. Que l'on soit handicapé ou pas, en fait, finalement, ça ne change rien. Comme on vient de le voir tout au long de cette émission, un parent touché par le handicap est avant tout un parent. Comme dans toute famille, il faut surtout bien veiller à ne pas inverser les rôles et les responsabilités, car quand on y parvient, en surmontant le handicap, le plaisir est plus beau et la victoire encore plus grande. C'est à méditer, très chers parents. Et puis à bientôt si vous le souhaitez sur notre plateau. Bonne journée.